Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. L'Afrique revendique son droit à un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, l'a réitéré ce mardi à la tribune des Nations Unies où de nombreux chefs d'État défilent depuis ce matin. En Côte d'Ivoire, les élèves ont repris le chemin de l'école et ceux qui n'auront pas plus de 8,5 de moyenne à la fin de l'année scolaire seront exclus, préviennent les autorités. Et nous irons au Mali où le ministre de la Culture a procédé au lancement officiel des activités devant mener dans un peu plus de 2 mois aux rencontres de la photographie à Bamako. L'événement devrait accueillir plus de 30 000 visiteurs. Et avant notre dossier sur l'Assemblée générale des Nations unies, allons en Côte d'Ivoire où les élèves ont repris cette semaine le chemin de l'école avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ceux qui auront moins de 8,5 de moyenne seront exclus en fin d'année, a rappelé le ministère de l'Éducation nationale juste avant la rentrée scolaire. Cette mesure ancienne datant des années 1970 réapparaît dans l'espoir de rehausser le niveau scolaire en aidant notamment les élèves à lutter contre la médiocrité et en les poussant à bien travailler pour pouvoir passer en classe supérieure. Davantage avec Nanit Talani. Dans le quartier populaire d'Adjamé, au cœur d'Abidjan, c'est l'effervescence devant de petites échoppes de fournitures scolaires. Dans ces librairies par terre, où l'on vient échanger des manuels scolaires d'occasion pour quelques centaines de francs CFA, un sujet revient sur toutes les lèvres des parents d'élèves. Le rappel de cette règle, tombée en désuétude ces dernières années, qui interdit à tout élève ayant moins de 8,5 de moyenne de poursuivre son cursus. Au collège Pierre-Amondi d'Adjamé, dont la maxime « qui cherche la perfection obtient l'excellence » est affichée en lettres capitales sur les murs de la cour, la mesure est plutôt bien accueillie parmi les élèves. Cette mesure est une bonne mesure, ça va aider les élèves et va les amener à travailler plus, à redoubler d'efforts, à travailler plus. Cela nous permet de revaloriser l'école ivoirienne et nous permet de suivre une bonne formation en classe. Certains élèves espèrent que la mesure n'encouragera pas la fraude et le chantage exercés par certains enseignants pour de bonnes notes aux examens. Des parents saluent aussi la renaissance de cette mesure qui contribuera à redorer le blason de l'éducation ivoirienne. En Côte d'Ivoire, l'éducation a pris un coup, un véritable coup. Nos enfants, ils sont dans les classes élevées et ils n'ont pas le niveau. Ils n'arrivent même pas à écrire les noms, écrire des phrases même qui sont élémentaires. Et là, ça nous inquiète. Mais je pense qu'avec cette mesure, ça va emmener nos enfants à travailler. L'inquiétude et l'incertitude tourmentent cependant d'autres parents. Ils se demandent ce qu'on fera des élèves qui seront exclus. C'est trop drastique, on va en faire des bondis. On veut que l'enseignement soit à la hauteur, mais pas à pas, pense Mariam Eid, mère de 3 enfants. Le même souci taraude de Claude Kadjo-Aka, président de l'Organisation des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire. Que l'État de Côte d'Ivoire puisse penser à ces enfants-là qui ne pourront pas suivre en les insérant dans le tissu social par le truchement de l'enseignement technique, par exemple, ou dans des petits métiers de maçon, de forgeron, je sais pas moi, en tout cas tous les petits métiers que nous connaissons. Et donc il faut les insérer, il ne faut pas vraiment, surtout les laisser pour compte. Pour compte parce que tous les enfants, à mon sens, sont utiles pour le développement d'un pays. Le gouvernement appelle les parents à ne pas paniquer car il a prévu un plan pour les élèves qui seront exclus du cursus scolaire. Et on reste en Côte d'Ivoire avec la commission électorale indépendante qui assure que la révision des listes électorales se fera durant le mois de novembre. Une opération réclamée de longue date par les partis politiques et la société civile. La bonne disposition de la CEI permet de rêver à des scrutins apaisés dans le futur.
Pour en savoir davantage, Jean-Roger Billon a joint à Abidjan le journaliste ivoirien Sylvain Namouya. Il est vice-président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Le débat se ranime parce qu'en 2023, normalement, les élections locales, c'est-à-dire les élections régionales et municipales, devraient avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et jusque-là, rien ne pointe à l'horizon au niveau de la commission électorale indépendante. Et il y a 2 ou 3 jours, quand on a reçu au niveau de la presse un courrier d'un groupe de la société civile qui s'appelle le groupe de plaidoyer pour la révision annuelle de la liste électorale, qui avait écrit à la commission électorale lui demandant de proposer ou de dire la date de la révision électorale, la révision de la liste. Alors, je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale doit se faire chaque année. Or, malheureusement, depuis les élections de 2020, la liste électorale n'a pas été renouvelée. On n'a pas refait la liste électorale. Il y a des plaintes sur la structuration même de la commission électorale indépendante. Y a-t-il du nouveau à ce niveau? Il devrait y avoir du nouveau parce que tous les problèmes de l'époque sur le découpage électoral, sur la composition des CEI locales, sur la composition de la commission centrale de la commission électorale, tous ces problèmes-là sont toujours d'actualité. Ces problèmes n'ont pas été résolus malgré les injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a estimé que les commissions locales étaient pour 90 à 95, 98% des militants du parti au pouvoir, le RHDP, qui a demandé des ajustements et ça n'a pas été fait. Donc ces problèmes-là demeurent. Et tant que ces problèmes demeurent, chaque élection, malheureusement, cela suit toujours, je ne le dis pas, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que chaque élection est toujours suivie de violences électorales et de morts d'hommes. Merci, M. Sylvain Namouya. Et puis, les rebelles du Tigré affirment ce mardi que les troupes de l'Érythrée voisine ont lancé une vaste offensive et que de violents combats se poursuivent dans plusieurs zones le long de la frontière. L'Érythrée aurait ainsi déployé toute son armée ainsi que des réservistes sur tous les fronts. Le commandement oriental d'Abiy Ahmed, des éléments importants du commandement nord-ouest et 3 divisions de commando ont également été déployées aux côtés des forces érythréennes, selon un porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré. Samedi, le gouvernement canadien avait averti que l'Érythrée mobilisait ses troupes. Le ministre érythréen de l'Information a de son côté confirmé que son gouvernement a appelé certains réservistes. 3 Tunisiens ont été arrêtés pour le meurtre présumé d'un Français. La victime a été retrouvée ce week-end dans la piscine d'une maison sur l'île tunisienne de Djerba, a indiqué mardi un porte-parole de la justice. Les 3 suspects, parmi lesquels figure la fiancée de la victime, sont soupçonnés d'homicide volontaire avec préméditation, a affirmé le porte-parole du tribunal de Médénine. Selon des médias locaux, la fiancée, âgée d'une vingtaine d'années, a avoué le meurtre avec la complicité des 2 autres suspects arrêtés. 3 personnes ont été tuées durant des manifestations au Kurdistan iranien déclenchées samedi par la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs, a annoncé mardi un responsable. Massa Amini, âgée de 22 ans et originaire de la région du Kurdistan, a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran, où elle était en visite avec sa famille pour port des vêtements inappropriés par la police des mœurs, une unité chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la République islamique d'Iran pour les femmes. En Iran, se couvrir les cheveux est obligatoire en public. La police des mœurs interdit en outre aux femmes de porter des manteaux courts ou au-dessus du genou, des pantalons serrés et des jeans troués, ainsi que les tenues de
couleurs vives, entre autres. Toujours en Iran, le président Ebrahim Raïssi a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, à moins que les États-Unis ne fournissent des garanties qu'ils ne vont plus se retirer du pacte, comme l'a fait l'administration Trump en 2018. Pendant ce temps, 2 députés républicains du Congrès disent ne pas croire à la bonne foi de Téhéran, comme le rapporte la correspondante diplomatique principale de VOA, Cindy Sen. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo. Alors que les dirigeants du monde commencent à se rassembler à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, le président iranien Ebrahim Raïssi a mis un frein à tout espoir de relancer l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015. Raïssi a déclaré à la télévision américaine CBS News que depuis que l'administration Trump s'est retirée unilatéralement de l'accord en 2018, Téhéran veut des garanties de Washington qui montrent que cela ne va plus se reproduire sous une nouvelle administration. Un expert a déclaré à la VOA qu'il serait très difficile pour toute administration américaine d'offrir de telles garanties à Téhéran. Donc, je pense que ce que la partie iranienne doit comprendre, c'est que s'ils veulent vraiment rendre le prochain accord plus durable et plus difficile, pour que tout président américain ne le révise pas, c'est dans l'intérêt supérieur de l'Iran d'élargir rapidement le dialogue politique avec les États-Unis pour instaurer la confiance. Dans une interview accordée au bureau de la VOA à la Maison-Blanche, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis et l'Iran sont désormais très loin d'un accord. Toutefois, il pense toujours qu'il vaut mieux que cet accord sur le nucléaire iranien soit relancé. Les États-Unis sont toujours déterminés à revenir dans l'accord, à le remettre en œuvre, car encore une fois, nous pensons que l'accord fonctionnait avant le retrait de l'administration précédente. L'Iran est maintenant plus proche de la capacité d'évasion, pendant que vous et moi sommes assis ici, qu'il ne l'était lorsque l'accord a été mis en place en 2015. À Capitol Hill, les législateurs républicains s'opposent aux efforts de l'administration Biden pour que l'accord soit à nouveau mis en œuvre. Le député Tim Burchett a déclaré à la VOA que, selon lui, l'Iran ne traite pas de bonne foi. Ils font des demandes assez déraisonnables et irréalistes. Ils veulent tous les avantages économiques de l'accord de 2015 et ils veulent mettre fin à l'enquête des Nations Unies sur certaines de ces matières nucléaires non déclarées en Iran. Michael McCall, membre républicain de haut rang de la commission du service extérieur de la Chambre, a déclaré à la VOA qu'il s'inquiète de ce que Téhéran ferait si les sanctions étaient assouplies en cas de relance de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en levant les sanctions et que des milliards de dollars vont en Iran, nous revivions la même expérience que la dernière fois. Le financement d'opérations terroristes en Syrie et en Irak, au Liban avec le Hamas et aussi au Yémen avec les rebelles Houthis. À l'âge de l'ONU, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé l'Iran à accepter la proposition sur table de relancer un accord nucléaire, avertissant qu'il n'obtiendrait pas de meilleures offres. Et puis, l'ouragan Fiona, qui a gagné en puissance pour atteindre la catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, se dirigeait mardi vers les îles turques après avoir provoqué inondations et coupures de courant dans la Caraïbe. Avec ses vents soufflant jusqu'à 185 km/h, Fiona est le premier ouragan majeur de la saison 2022 dans l'Atlantique et doit encore se renforcer selon le Centre national des ouragans basé à Miami. Ce système tropical a provoqué des dégâts catastrophiques à Porto Rico selon le gouverneur de ce territoire américain et le président Joe Biden y a déclaré l'état d'urgence. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Every year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV, and the web. Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau.
Nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. La 77e, autant pour moi, session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte aujourd'hui à New York. Au programme de cette première journée, de nombreux chefs d'État et de gouvernement ont défilé à la tribune. Pour en parler, retrouvons tout de suite en direct de New York, donc, Dili Diko. Dili Diko, bonsoir. Bonsoir John. Voilà, merci encore d'être là et félicitations pour les efforts. De nombreux leaders défilent donc depuis ce matin à la tribune des Nations Unies. Et c'est Antonio Guterres, le patron de l'ONU, qui a lui-même inauguré le bal, Dili. Tout à fait, c'est Antonio Guterres qui a inauguré le bal ce matin lorsqu'il a prononcé son discours à la tribune des Nations Unies. Donc le diplomate numéro 1 du monde, a parlé des nombreuses crises et des conflits dans le monde. Il a appelé les dirigeants mondiaux à agir. Il a aussi évoqué la baisse du pouvoir d'achat, donc la situation économique de façon générale et aussi les effets de l'inflation dans le monde. Et il a mentionné spécifiquement le cas de l'Afrique. Il a également parlé des inégalités grandissantes, surtout post-Covid, et des problématiques liées à l'environnement. L'environnement qui est un thème cher à l'ONU. Et donc voilà, il demande aux dirigeants d'œuvrer pour changer la situation. Et donc je vous propose d'écouter cet extrait du discours d'Antonio Guterres sur la situation actuelle. Notre monde est en péril et paralysé. Les divisions géopolitiques sapent le travail du Conseil de sécurité, remettent en question le droit international et la confiance des gens dans les institutions démocratiques et menacent toutes les formes de coopération internationale. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Côté africain, on a également eu droit à l'intervention du président Macky Sall du Sénégal, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Tout à fait, John. Donc Macky Sall est passé en deuxième position ce matin. Normalement, cette position-là est réservée aux pays hôtes, donc aux États-Unis. Mais Joe Biden, vu qu'il était en fait parti pour les obsèques de la reine d'Angleterre, il a donc déplacé son discours à demain. Et donc voilà, donc Macky Sall était le deuxième à parler aujourd'hui. Et vu, comme vous l'avez dit, qu'il est le président de l'Union africaine en ce moment, il a réitéré la volonté des Africains de travailler avec les différents partenaires et il a aussi réitérer la nécessité d'avoir un pays africain au Conseil de sécurité de l'ONU, donc l'organe le plus puissant de l'ONU, qui n'a toujours pas de pays africain. Et il a rappelé que le continent est déterminé à travailler donc, avec ses partenaires et justement dans ce cadre-là, il a abordé la question de l'environnement et appelé les pays riches à financer l'adaptation des pays africains au changement climatique. Et il faut rappeler justement que ces propos interviennent dans le cadre de la COP27 qui va se dérouler en Égypte au début du mois de novembre. Et Macky Sall a aussi eu des propos très forts lorsqu'il a dit que l'Afrique ne doit pas être déchirée sous l'influence des grandes puissances. Et donc ce propos a retenu l'attention et je vous propose de découvrir un extrait. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi
le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique. Je suis venu dire que nous n'ignorons pas l'Afrique des problèmes, qu'il faut pacifier et stabiliser. Mais je suis également venu dire que nous avons aussi l'Afrique des solutions. L'Afrique des solutions, mais aussi l'Afrique qui veut un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Dili Diko, de nombreux autres leaders sont prévus cet après-midi et est-ce qu'on sait ce qui est prévu pour demain? Alors John, il y a tout juste une heure, Emmanuel Macron a pris la parole à la tribune de l'ONU et il a rappelé qu'il faut absolument éviter une partition du monde. Il a parlé de la guerre en Ukraine et il a parlé d'un retour à l'âge de l'impérialisme et du colonialisme lorsqu'il a évoqué la guerre en Ukraine. Et il a aussi insisté sur les partenariats nord-sud et la transition écologique. Suivons en extrait. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix. Dili, allez-y. Un mot avant de nous dire au revoir. John, oui, un mot sur ce qui va se passer cet après-midi. On aura le discours de Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et aussi le président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui prendra la parole aussi tout à la fin de la journée, sûrement très tard en soirée. Et demain, Joe Biden prendra la parole et on sera là pour vous en dire plus. Voilà, merci Dili Diko, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouve, comme vous l'avez dit, demain en direct de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et dans le reste de ce que nous pouvions dire dans ce journal, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, justement, des pêcheurs se perchent de manière précaire sur des échafaudages en bois qui s'étendent au-dessus de rapides tumultueux remontant des paniers à osier dans l'espoir d'attraper un tilapia ou une perche du Nil, une pratique ancestrale aujourd'hui menacée par la surpêche. Le nombre de poissons a diminué ces dernières années et les pêcheurs ne reçoivent guère d'aide du gouvernement. Aujourd'hui, les habitants espèrent de meilleures infrastructures et un nouvel hôtel pour permettre aux touristes de visiter et d'enrichir la région. Les détails dans ce reportage de Junior Cana. Le récit est de Rosine Mounezero. La pêche au panier était autrefois l'élément vital de la communauté Wagenya qui se nourrissait grassement sur une section du puissant fleuve Congo, près de Kisangani, une ville de la province de la Chopo. Malgré la diminution du nombre de poissons ces dernières années, de nombreuses personnes comme Kalimo, un étudiant de 16 ans, se débrouillent en vendant des dioramas artisanaux de la vie traditionnelle des Wagenya aux quelques touristes qui visitent encore cette région pauvre. Nos œuvres d'art donnent de la valeur à la ville de Kisangani. Vous devez visiter les chutes de Wagenya, symbole de la ville. Vous devez expérimenter cette œuvre qui est reconnue dans le monde entier. Bien qu'il y ait un espoir que d'autres touristes commencent à venir, ils sont devenus peu nombreux depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé. On recevait beaucoup de visiteurs qui venaient, mais quand il y a la maladie à Covid-19, il y a des visiteurs qui ont eu peur de venir, peut-être il va embrasser la Covid-19. C'est pourquoi beaucoup de touristes ne viennent plus. La communauté de Wagenya déplore toutefois le manque d'infrastructures qui permettrait que les touristes puissent visiter cette région. Pour recevoir nos visiteurs, il n'y a pas vraiment de bonnes conditions. Les gens peuvent
voir que non, moi je vais aller passer un temps à Chute pour se reposer, pour vacances comme ça. Il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas de restaurants, il n'y a pas beaucoup de choses. Au début de l'année, le ministre de l'Environnement de la RDC a visité les chutes de Ouaghénia. Il a promis des investissements pour attirer les visiteurs. Mais l'ampleur des travaux à réaliser est considérable. Les routes sont si mauvaises qu'elles sont impraticables, l'électricité est inégale et les sites touristiques liés à l'histoire congolaise sont en ruine. Les visiteurs doivent également braver le chaos à l'aéroport local, où les foules se bousculent pour embarquer et où les avions sont parfois immobilisés par manque de carburant. Des touristes qui sont également attendus au Mali, cap sur le Malidon pour parler des rencontres de la photographie de Bamako qui organise du 8 décembre 2022 au 8 février 2023 leur 13e édition. Plus de 2 mois à l'avance, le ministre de la Culture a procédé au lancement officiel des activités qui doivent déboucher sur cet événement culturel. Ces rencontres de la photographie regrouperont plus de 30 000 visiteurs. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Le Covid-19 et le changement de gouvernement ont fait que les rencontres de la photographie de Bamako n'ont pu se tenir l'année dernière. Cette année, les autorités de la transition ont résolu d'organiser la principale manifestation internationale dédiée à la photo et à la vidéo africaine. Cette édition, on cherche à la rendre un peu plus populaire. Je ne dis pas que les autres biennales qui ont précédé étaient moins populaires, mais nous voulons de cette édition, que le public puisse s'approprier de cette manifestation. Plateforme de découverte, d'échange et de visibilité, cet espace a, en 28 ans d'existence, donné un coup de pouce à la carrière de nombreux photographes qui exposent aujourd'hui dans les plus grandes galeries du monde. Et si aujourd'hui, moi-même personnellement, je suis connu au monde, c'est grâce à cette rencontre. Je suis invité aux États-Unis combien de fois, c'est grâce à cette rencontre. Quand j'ai exposé ici pour la 2e fois, il y a un musée qui a vu mes photos. Ils m'ont demandé, Cédou, est-ce que tu souhaites qu'on t'expose aux États-Unis? Pour moi, c'était un rêve. Le ministre malien de la Culture a salué les partenaires historiques pour leur engagement aux côtés de l'art et de la culture au Mali. De la photographie. C'est aussi le lieu de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers, avec à leur tête l'UNESCO, l'Union européenne, la Suisse, le Royaume du Maroc, les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique et j'en passe. Partenaires techniques et financiers dont les appuis n'ont jamais fait défaut et qui ont toujours permis de réussir l'organisation de cette rencontre culturelle avec succès. À cette biennale, où devront exposer 75 artistes, plus de 30 000 visiteurs sont attendus. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.